J'arrive. Bonjour à tous, vous avez le café? Moi j'ai le petit café là. Installez-vous, j'arrive. Comment ça va les gars? Fatigué, en forme? Samedi matin. Samedi matin, et on est toujours là. Salut Audrey, salut Dave, salut Raquel, salut Philae, salut Lino, Da, Nadia, Zendaya. Comment vous allez? Un peu cerné, toi? Non, moi ça va, hein. Salut Céline. T'as fini le 5, donc tu regardes. Ah, merci pour tout ce que tu offres. J'ai pas fini le 5. Ok, là, c'est pas. Vous allez voir, hein, quand on s'est quitté hier soir, il y a eu donc 2 autres témoins qui sont passés. C'est pas franchement long, hein. C'est pas long, hein. Donc, ce que je vous propose aujourd'hui, c'est de terminer la journée d'hier avec l'agent spécial Yacine Binda, donc qui est une dame, hein, et Don Richard qui sont passés à la barre. Et ensuite, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris l'intégralité de tous les transcripts. Je les ai donnés, je les ai rentrés dans ChatGPT. Et ça, je vais vous lire à la fin, vous allez voir, c'est super intéressant ce qu'il m'a fait. Et je lui ai dit de se positionner comme un expert juridique en droit américain et de façon très neutre, de nous faire un compte-rendu et de nous donner aussi, c'est pas un pronostic, c'est voilà, en pourcentage, qui a été le plus convaincant, voilà, en pourcentage en gros de nous faire son compte-rendu. Et franchement, il a trop bien taffé. Donc, hier, quand on s'est quitté, Cassie a donc terminé son témoignage, hein, je vous ai lu d'ailleurs, elle a fait comment on appelle ça, une déclaration de presse que son avocat a lue, ainsi que son mari Alex Fine. De rien, Zéna, avec plaisir. C'est intéressant, hein, ouais, je pense qu'on n'est pas au bout de nos surprises, hein. Tu suivais quotidiennement Making the Band à l'époque et tu le trouvais méchant. Ah, tu suivais ça, Lino. Moi, je le suivais pas de manière assidue, mais j'avais vu des extraits passer. Et on va en parler justement parce que Don Richard, elle a fait Making the Band. Il te mettait mal à l'aise? Ah ouais? Ok. Donc Don Richard, c'est la jeune femme que vous voyez à droite là sur l'image. Et on va parler d'elle aussi aujourd'hui. Mais c'est pas elle qui a été appelée une fois que Cassie a terminé. C'est l'agent spécial Yacine Binda. Hier, elle va repasser ou juste hier? On ne sait pas. Et justement, on va voir ça ensemble tout à l'heure. Parce que vous allez voir que ça s'est fini sur un cliffhanger, les gars, digne d'un film. Hier. Ok, le jury entre dans la salle. La procureure, qui représente donc l'État, hein, l'État américain, le gouvernement, et Madison, procureur Madison, qui s'adresse donc à l'agent spécial. « Bonjour, où travaillez-vous » L'agent Yacine Binda répond « Je travaille à HSI, Homeland Security Investigation, dans le groupe dédié à la traite des êtres humains. Je fais également partie de l'unité de négociation de crise. » C'est du lourd, hein. Salut 10, comment tu vas? C'est du très lourd. Avez-vous délivré des assignations à comparaître dans cette affaire? Oui. Lorsque Sean Combs a été arrêté, où est-ce que vous vous êtes rendu? Nous nous sommes rendus au Parc Hyatt, chambre 2115, où il séjournait. Une photo de l'entrée est donc montrée au jury. Qu'est-ce qui s'est passé ensuite? Ensuite, nous avons attribué une lettre à chaque chambre, puis nous avons commencé à fouiller. Et quel était votre rôle? J'ai pris des photos des objets trouvés, puis je les ai consignés sur le formulaire 6051. La procureure montre alors un objet
à l'agent Binda. Cet objet a-t-il été trouvé dans le placard? La photo est montrée au jury. Il s'agit de sacs plastiques remplis de flacons de Baby Oil Johnson & Johnson et de lubrifiant Astroglide. Qu'a-t-on trouvé dans la salle de bain? Nous avons trouvé plusieurs bouteilles d'huile pour bébé, Baby Oil. L'image est présentée au jury. Et dans la chambre, qu'y avait-il? Dans le sac Louis Vuitton, il y avait des médicaments au nom de Frank Black. Merci pour vos follow, les gars, Ness, Suzy et Pimous. Merci beaucoup. Ok. Je rappelle que toutes ces perquisitions, elles ont été faites l'année dernière. D'accord? Et que l'année dernière, en 2024, ça fait déjà 6 ans que Cassie n'est plus avec Didi, qu'elle est mariée avec son nouveau mari. Et pourtant, 6 ans plus tard, 5 ans plus tard, Didi semble toujours pratiquer les fric-off. Donc c'est bien pour montrer que c'est pas un acte isolé, que Didi ne faisait pas ça qu'avec Cassie, et on suppose, on ne le sait pas encore, hein, mais si tu as des dizaines et des dizaines, voire des centaines de bouteilles de baby oil, sachant qu'ils les utilisaient déjà avec Cassie lors de leur fric-off pendant 10 ans, c'est que tu as continué à en faire. Ah ben voilà, parfait Pimous, t'enchaînes avec la suite et fin de la journée d'hier. C'est clair. Là, bon, à moins que c'est pour un usage personnel et... Salut chat. Donc là, il y a des médicaments qui sont également trouvés dans le sac Louis Vuitton dans la chambre au nom de Frank Black. On rappelle que Cassie a dit lors de ses déclarations que Frank Black était un nom que Didi utilisait pour les réservations d'hôtels pour faire les fric-off. Ce qui est marrant, et ce qui est pour la petite anecdote, je ne sais pas si vous avez connu Biggie, hein, la légende. Biggie, il prenait aussi un pseudo, il se faisait appeler Frank White. Voilà. Frank White, Frank Black. Bon. Ah ouais, le mec, il a fait tourner l'entreprise Johnson & Johnson pendant 30 ans. C'est un escorte? Non, non, non. Frank Black, c'est un pseudo que Didi, c'est un nickname. Un nom d'emprunt, un nom anonyme, si tu veux. La procureure montre à nouveau une nouvelle pièce ou photo. Et ça, qu'est-ce que c'est? Ça, ce sont des sachets de poudre rose retrouvés dans un flacon de médicaments. Ensuite, il y a une stipulation en accord entre parties qui est présentée au jury, confirmant que les substances ont été retrouvées et analysées par le laboratoire des douanes et de la protection des frontières. La procureure lit alors la stipulation. La poudre rose a été identifiée comme étant de la kétamine et de la MDMA, était également présente dans le flacon. Ça rejoint vraiment ce que disait notre pote Jonathan Audi, où il disait que dans les flacons, il y avait de la drogue. Par contre, Cassie, c'est pas quelque chose qu'elle a dit, ça. Elle a jamais dit, enfin, à aucun moment dans son témoignage, dans ses déclarations, elle a dit qu'il y avait de la drogue dans les flacons de Baby Oil. En revanche, 5 ans plus tard, lors des perquisitions, dans certains flacons, de la poudre rose a été identifiée comme étant de la kétamine, etc. Ils lui ont posé la question, je n'ai pas ma connaissance. Mais après, elle ne peut pas le savoir, c'est pas une... tu vois, c'est pas une scientifique, quoi. Mais est-ce que cette poudre rose a été trouvée dans... Ils disent des flacons. Pour moi, c'est dans les flacons de... Ah oui, les sachets de poudre rose sont retrouvés dans les flacons de médicaments. Hein. C'est pas dans le baby oil. Hein. À ce jour, à notre connaissance, il n'y a pas de drogue qui a été retrouvée dans les flacons de baby oil. Voilà, c'est ça qu'il faut comprendre. Parce que ça avait été avancé par les médias, il me semble. Hein. Ils disaient que dans les flacons, ils mettaient de la drogue. Ça n'a pas du tout été prouvé. Hein.
Ensuite, des éléments matériels sont présentés physiquement au jury, puis une photo est montrée. La procureure toujours. Qu'a-t-on trouvé dans ce petit sac noir? L'agent Binda répond 9 000 $ en liquide. Veuillez sortir l'argent du sac. Et là, tu as l'agent Binda qui s'exécute et qui sort tous les billets du sac. Je n'ai pas d'autres questions. C'est très court, hein? C'est très, très court. Hein? Très, très, très court. Non, c'est pas Don Richard, là. Hein? C'est l'agent spécial. Ah oui, la fille que l'on voit à l'écran sur la droite, c'est Don Richards qui va arriver juste après. Clair, net, précis, concis. Il n'y a pas besoin d'en savoir plus. Ça veut dire que Didi continuait d'organiser des freak-off, que Didi avait de l'argent liquide sur lui. Voilà, bon. Contre-interrogatoire. C'est Maître Tenny Geragos. Et vous allez le voir, elle va poser une seule question. Une seule question, qui est la suivante. À l'agent spécial Binda, dans la chambre d'hôtel, avez-vous vu Saline, elle claque son prime à ce moment-là, elle nous fait un suspense. Merci Saline pour ton sub, merci beaucoup. Donc, allez. Dans la chambre d'hôtel, avez-vous vu des sacs ou vêtements indiquant qu'une femme séjournait avec lui? Réponse de l'agent Binda, oui. Je n'ai plus d'autres questions. Donc là, c'est très clairement pour sous-entendre tout ce que vous avez perquisitionné dans la chambre ou dans les appartements de Didi pouvait potentiellement appartenir à sa femme, à la femme qui séjournait avec lui. Basta. Basta. Mais comme elle n'a pas la preuve, elle préfère juste s'arrêter là. Elle te dit pas qui, hein, on ne sait pas. Hein. Voilà, juste est-ce qu'il y avait une femme avec lui? Oui, il y avait une femme avec lui, point barre, on s'arrête là. Ouais, elle peut pas poser trop d'autres questions. Hein. Voilà. Le ministère public peut appeler son prochain témoin. La procureure dit alors, votre honneur, le gouvernement appelle Don Richard à la barre. Alors, on se lève tous, voilà. Hello, salut Fada, comment tu vas? Salut Nad, Malek. Salut Shona. Ok. On se lève pour Don Richard, le jury, machin, tout ça. Première, vous allez voir, c'est très très court, Don Richard, mais vous allez comprendre pourquoi c'est très très court aussi. Donc soyez très attentifs à tout ce qui est dit, ok? D'où est-ce que vous venez? Don Richard répond alors. Excusez-moi, je fais un aparté. Un reporter, Elisabeth, de la chaîne Law and Crime Network, qui était là et qui a dit en fait que Don Richard, elle paraissait pas du tout à l'aise. Et son interprétation, en fait, elle, c'était, ça se voyait qu'elle avait pas du tout envie d'être là. Après, il faut la comprendre. Hein. La meuf, elle a traversé les States pour témoigner. On la prend à 16h45, sachant qu'à 17h, les jurés, ils rentrent chez eux. Elle est vénère, quoi. Tu vois? Elle n'a pas envie d'être là. Voilà. D'où venez-vous? De la Nouvelle-Orléans de Louisiane. Entre 2004 et 2011, pour qui avez-vous travaillé? J'ai travaillé pour Puff, Sean Combs. Est-ce que vous le voyez ici? Alors, elle le montre de la main, elle fait un geste, elle dit oui. 2004 à 2011, 7 ans. C'est beaucoup 7 ans, les gars. Hein. C'est beaucoup. La procureure lui montre alors une photo. Qui est représenté sur cette photo? Il s'agit de Cassie. En 2009, avez-vous été témoin d'un incident entre Puff et Cassie? Attention, les détails sont très graphiques, ok? Oui, elle a été agressée par Sean Combs. Il lui a donné des coups de pied. Avez-vous assisté à d'autres actes de violence de sa part contre Cassie? Oui, souvent. Ok. Il y a ensuite une photo de Didi qui est montrée au jury. Et sur cette photo, Didi est en présence du groupe Dirty Money. Oui, oui. Didi l'a soumise à des conditions de travail. Je vous fais un... J'ai oublié de vous présenter
Dawn Richards. Je vais vous la présenter rapidement, ok? Comme ça, vous avez bien le contexte. Donc, Dawn Richards, c'était un membre du groupe féminin qui s'appelait Danity Kane. C'est un nom qu'elle a elle-même choisi et qui a été formée via l'émission qui passait sur MTV. Et cette émission s'appelait Making the Band, ok? Et ensuite, elle a fait partie du groupe Dirty Money entre 2005 et 2012. Elle a déposé une plainte au civil contre Sean Combs, Dawn Richards, et les principales allégations sont les suivantes. Écoutez bien. Violence physique et psychologique. Dawn affirme dans sa déposition, mais attention, hein, c'est la déposition qu'elle a faite au civil. C'est pas pour ça qu'elle est aujourd'hui à la barre. C'est pas le même truc, ok? Dawn affirme avoir régulièrement assisté à des violences de Didi contre sa compagne Cassie Ventura, coups, strangulation, objets lancés, dont une poêle brûlante. Didi aurait menacé Dawn de mort quand elle tentait d'aider Cassie. Tu veux mourir aujourd'hui? Moi, je fais disparaître des gens, etc. Dans les allégations, il y a aussi des conditions de travail inhumaines, privation de nourriture et de sommeil, parfois des sessions d'entraînement pouvant aller jusqu'à 36 à 48 heures sans pause. Dawn pesait seulement 45 kilos pour 1m62 à cause de la malnutrition. Réveil forcé de nuit comme de jour pour répéter. Refus d'assistance médicale même quand elle était hospitalisée. D'urgence, enfin de force, je veux dire. Dans les allégations, il y a aussi pour harcèlement et agression sexuelle, attouchements répétés, fesses, poitrine, lors des changements de costume notamment. Didi dirigeait des réunions en sous-vêtements malgré les protestations. Didi lui aurait suggéré fortement des implants mammaires non désirés, réduction de ses parties dans les chansons quand elle résistait trop. C'est-à-dire, il lui tronquait des trucs, quoi. Assister à des soirées avec drogue et agression, notamment en novembre 2009 à New York après les Soul Train Awards, jet privé vers une soirée avec des célébrités, dizaines de jeunes femmes et filles, certaines semblaient mineures, femmes, drogue inconsciente, agression sexuelle filmée. Didi, elle aurait entendu Didi dire à un moment donné, c'est un buffet, régalez-vous, c'est comme ça qu'on fait la fête chez moi. Dans les allégations, il y a aussi fausses promesses et exploitation financière, non-paiement de salaire, royalties, droits d'auteur. La perte Dawn estime les pertes à plus de 5 millions de dollars. Utilisation non autorisée de sa voix et image. Vol de composition musicale. Hey, merci Mala. Comment tu vas? Tu vas te coucher, je suppose, Mala? Nous, on se lève, on est au café et toi, je suppose que tu vas te coucher. On est sur le procès Didi et là, c'est un nouvel témoin aujourd'hui. C'est accablant, hein. Attention, les gars, là, ce que je vous dis depuis tout à l'heure, ce que je vous énumère, c'est une plainte qui a été déposée au civil, mais c'est pas... Didi n'a pas été reconnue coupable par rapport à ces allégations-là, hein. Elle, c'est ce qu'elle déclare avoir vécu, ok? Ils dormaient tous des autres, je t'envoie les rescapés. Vous avez joué à quoi? Putain, tu les envoies sur un truc qui va leur donner des cauchemars, quoi. Parce que là, on est dans un procès Blueprints. Oh, trop bien. C'est glauque, hein. Franchement, c'est glauque, hein. Ok, je vais tester. Quand je trouve une minute ou deux. Ouais, elle raconte quand même, la meuf, Dawn Richards, raconte quand même des faits étrangement similaires, hein. Salut, prise. C'est pas fini, hein. Dawn Richards accuse aussi Didi de l'avoir potentiellement enfermée 2 heures dans une voiture verrouillée à New York parce qu'elle avait protesté, de l'avoir forcée à assister à des fêtes avec drogue, témoignages d'agressions sexuelles sur des jeunes femmes droguées lors de soirées privées dont certaines semblaient mineures, hein, évidemment, sinon c'est pas drôle. Menaces contre sa famille quand son père est intervenu. Et elle accuse aussi Interscope Records de complicité de l'industrie. Ils auraient continué sa collaboration avec Didi malgré la connaissance de ces violences.
Elle réclame des dommages et intérêts compensatoires et punitifs pour violation des droits sur le trafic humain, agression sexuelle, emprisonnement illégal, discrimination de genre et violation de droits d'auteur. Donc tu vois, hier quand elle s'est pointée à la barre, qu'elle a traversé tous les États-Unis pour arriver un quart d'heure avant la clôture de l'audience, je pense que la meuf, elle en a gros sur la patate. Elle en a gros sur la patate. OK? Donc, je reprends. Et vous allez voir qu'ils ne vont pas l'interroger longtemps, mais que ça va finir sur un cliffhanger de fou. Le ministère public appelle Don Richard à la barre, qui nous dit « Oui, en 2009, j'ai été témoin d'un incident entre Puff et Cassie. Elle a été agressée par Sean Combs. Il lui a donné des coups de pied. Est-ce que vous avez assisté à d'autres actes de violence de sa part contre Cassie? Oui, souvent. » On diffuse alors la photo de Didi avec le groupe de Dirty Money. À quelle période faisiez-vous partie de ce groupe? De 2009 à 2011. Repose-toi bien, malade, des bisous. Qu'est-ce que tu dis, Marine? Elle doit être énervée aussi que sa plainte n'a pas été prise en compte et maintenant on lui demande de témoigner. Non. Sa plainte est prise en compte. Sa plainte est en cours. Et ça peut jouer en sa défaveur. Vous allez comprendre pourquoi à la fin. Parce qu'elle demande de l'argent. OK? Elle demande de l'argent, Don. Le procureur dit alors, l'agression de Cassie par Sean Combs en 2009, où est-ce qu'elle a eu lieu? Don Richard répond, dans la maison de Sean Combs à Los Angeles. On était en train de répéter. Qu'est-ce qui s'est passé? Don Richard dit alors. Il a descendu, je crois que c'est les escaliers, il descendait les escaliers et il s'est mis à crier contre Cassie. « Elle est où ma putain de bouffe ?» Là, il a pris une poêle noire qui était remplie d'œufs qui était en train de frire et il a tenté de la frapper à la tête avec. Cassie s'est effondrée au sol. Mais c'est un malade. Lui. Qu'est-ce qu'elle a fait à ce moment-là? Elle s'est mise en PLS, en position latérale de sécurité, en position fétale. Et ensuite, attention, détail graphique, violence conjugale, vous l'aurez compris, je n'ai pas besoin de vous faire un dessin de toute façon. Eh bien, Sean Combs l'a frappé à coups de pied à la tête et au corps. Ensuite, il l'a traîné jusqu'au premier étage. Il y a eu des bruits de verre qui se brisaient et des hurlements. J'ai eu très très peur pour elle et pour moi aussi. Procureur lui demande, est-ce que vous êtes intervenu? Non. Avez-vous appelé la police? Non. Bon, quand là, elle a posé ça, enfin, quand il y a eu le transcript de ça, je peux vous dire qu'elle s'est fait insulter. T'as tout Twitter, t'as tout Internet qui a dit, mais pourquoi elle n'a pas aidé? Pourquoi elle n'a pas intervenu? On n'est pas, tu sais pas. Donc après, elle explique en fait. Elle explique. Après oui, c'est non-assistance à personne en danger, c'est pourquoi t'appelles pas au moins la police, pourquoi ci, pourquoi ça. On n'est pas sur place, tu sais. Elle était sous emprise. Moi, je dirais qu'elle était dans la peur. La peur, ça te paralyse. Il faut comprendre aussi qu'elle est jeune. Elle est dans sa vingtaine aussi, Don Richard, à ce moment-là. Elle a sans doute eu peur pour sa vie. Vous allez comprendre pourquoi. Pas plus de suspense. Écoutez bien. Le lendemain, qu'est-ce qui s'est passé? Sean, donc Didi a pris la parole au sujet de l'incident de la veille, mettez des guillemets, en disant « Oh, c'est juste de la passion, vous inquiétez pas, Cassie va bien. Mais si j'étais toi, si j'étais vous, il vaudrait mieux qu'on n'en parle pas. Parce que tu sais, il y a des gens qui pourraient bien finir par disparaître du jour au lendemain. » Comment avez-vous interprété cela? Comme une menace de mort, objection. L'audience s'est arrêtée sur ça, les gars. L'audience s'est arrêtée sur ça. Don Richards, elle a été renvoyée, les jurys ont été renvoyés. Voilà. La session est terminée sur ça. Il y a des gens qui finissent toujours par disparaître. Boum. Donc, à ce stade-là, on ne sait pas si elle va revenir. Il y a eu un sidebar direct. Le juge a dit alors, membre du jury, vous pouvez partir pour le week-end.
regardez les Yankees affronter les Mets ou les Knicks. Si le sport, ça vous intéresse pas, faites autre chose, prenez l'air. Nous reverrons, nous nous revoyons lundi. Sympa le juge. Hein. Sous-entendu, vous avez passé une semaine en enfer là, et kiffez, prenez soin de vous, reposez-vous, et on se voit lundi. Il se tourne alors vers Don Richards et lui dit « Madame Richards, vous pouvez partir également. » Mais il lui dit pas « On se donne rendez-vous lundi. » Il a congédié. Moi, j'espère qu'on va la revoir lundi aussi. Mais personne ne le sait. J'ai creusé, j'ai regardé tous les comptes rendus de tous les sites, de tous les mecs sur YouTube, des avocats. On ne sait pas. Je l'aime bien ce juge, moi aussi. Concernant cette ligne de témoignage, donc là, tout le monde est parti et il y a le juge qui se tourne vers la procureure et qui lui dit « Bon, la ligne de témoignage que tu empruntes, là, 3 points de suspension, on peut savoir où tu vas avec ça. Pourquoi tu fais parler Don des violences, en fait ?» Donc, la procureure répond « Cela démontre une conscience de culpabilité pour le chef d'inculpation numéro 1 et c'est très pertinent pour ce chef-là. » On rappelle que le chef d'inculpation 1, c'est Racketeering Conspiracy, okay, organisation de malfaiteurs. Donc, faire usage de coercition, violence, menace dans le cadre d'une organisation criminelle qui peut faire soit du trafic sexuel, du trafic de drogue, du transport d'individus en vue de se livrer à la prostitution, et les violences conjugales peuvent faire partie de cette organisation criminelle-là. Donc la procureure, c'est ce qu'elle explique. Elle dit c'est tout à fait pertinent. Et là, tu as l'avocat de Didi qui dit mais ce n'est pas du trafic sexuel. Là, vous parlez de violence domestique. Donc la juge se tourne alors vers l'avocat de Didi et dit « Pourquoi n'avez-vous pas présenté de motion in limine ?» C'est une demande préalable visant à exclure cela en tant que preuve. Sous-entendu, vous aviez le droit de demander ce dont Don Richard peut parler ou pas. Vous avez le droit d'exclure certaines choses. Écoutez bien la réponse de l'avocate. On rappelle que les avocats de Didi sont payés 100 000 $ par jour, que sa défense lui coûte 10 millions de dollars. Je ne le savais pas. Oh putain. J'étais pas au courant en fait. J'étais pas au courant de mon taf en fait. Voilà, j'étais pas au courant que j'avais le droit de faire ça. Putain. Putain, ça fait pas bonne impression, hein. Je savais pas. Didi devrait se faire rembourser sa défense. Donc elle continue, on ne peut pas prétendre ici que Madame Ventura a fait quoi que ce soit à cause de cet événement, car elle n'en a même pas parlé. Cela reste de la pure spéculation. Le juge dit, mais Madame Ventura était présente. L'avocat de Didi répond « Elle ne peut pas savoir quel effet ça a eu sur Cassie Ventura. » Ah, vous comprenez un petit peu? En gros, le fait que Don Richards témoigne de cet incident particulier où Didi lui a jeté la poêle remplie d'œufs sur la tronche, elle ne peut pas parler en son nom à Cassie. On ne sait pas quel a été l'impact, quel effet ça a eu. Et là, le juge, c'est pour ça que je vous dis, je ne sais pas si elle va revenir, Don Richards. Elle demande qui sont les prochains témoins. Le procureur répond, putain, ça va être popcorn aussi, hein. Kerry Morgan. Puis David James. On rappelle que Kerry Morgan, c'est l'ex-meilleure amie de Cassie. Elles ont été meilleures potes pendant 17 ans et qu'elle était là tout le temps avec Didi et Cassie. Tout le temps, 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 tout le temps. Que s'est-il passé? Le juge a dit en audience publique, c'est tout pour aujourd'hui. Ensuite, je vais parler à la procureure
et à l'avocat de la défense dans la salle des magistrats, sans la présence des reporters dans la salle. Cela veut dire que cette discussion ne sera ni enregistrée, ni consignée dans aucun procès verbal. Et là, tu as le reporter qui est sur place, qui dit bah, « ça, c'est un problème, vous voyez ? Ça, c'est un problème. » Parce que plusieurs échanges importants ne seront donc pas visibles ni pour le public, ni présents dans le dossier judiciaire. Et les reporters, ils ne sont pas contents. Donc, en fait, tu as le reporter qui a envoyé une demande formelle au juge qui lui a rappelé qu'un procès doit rester transparent et accessible conformément au droit américain à l'information judiciaire. Donc, en gros, le reporter, il rigole pas là. Hein. Il s'appuie sur une jurisprudence. Le droit d'accès public aux documents judiciaires est fortement enraciné dans l'histoire de notre nation et il cite différents exemples. Et on ne sait pas pourquoi le juge veut avoir cet aparté sans aucun public ni reporter. Est-ce que c'est parce qu'il va y avoir des discussions clés? Est-ce que c'est parce qu'il n'aime pas la façon dont l'avocat et le procureur mènent leurs interrogatoires? Est-ce que c'est parce qu'il veut les recadrer, les corriger? On ne sait pas. Mais en tout cas, ce n'est pas de la transparence judiciaire. C'est ce qui est rapporté. Donc, je vous le dis. C'est louche. Et attendez, il y en a même, en fait, ce que ça sous-entend, c'est que ça pourrait mener à un mistrial, c'est-à-dire à un, comment on appelle ça? Mistrial, c'est pas annulation de procès, c'est... Putain, il y a un mot. Non-lieu. Il faut surtout pas que ça mène à un non-lieu. Mais que s'il y a des trucs comme ça, vice de forme, exactement. Bien sûr que tu peux dire ton avis, Dave. Et c'est ça que le reporter, il craint. Il dit attention, 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 attention. Commencez pas à faire des trucs chelous. On veut pas qu'il y ait une annulation du procès. Hein. Ensuite. Oh merde, oh shit, bah ouais. T'as le droit de donner ton avis, sauf si c'est de la merde. Et c'était quoi qui nous avait dit Alex la dernière fois, là? Putain, quelqu'un a retenu la phrase d'Alexino? Je pense qu'ils veulent déjà contextualiser en prouvant qu'il était violent et que tout le monde était sous l'emprise et qu'ils ont tous fait des dingueries pour lui. C'est sûr. Mais ils vont y arriver. Vous allez voir le pronostic de ChatGPT. Hein. ChatGPT nous a fait un prono super carré. Je pense qu'il y a des noms importants qui vont tomber, donc je pense qu'ils font super attention avant de sortir tout ça, car ça va faire boule de neige. Oui, sachant que, Dave, c'est intéressant ce que tu relèves, sachant qu'avant que Dawn Richard, elle passe, ils l'ont bien rappelé ce qu'elle n'avait pas le droit de dire. C'est-à-dire que si tu as des célébrités ou autres qui ont fait des deals pour garder leur anonymat et pour ne pas être cités, si Dawn Richard, elle commence à dire « Ouais, tu vois, à un moment donné, Jay-Z, pourquoi Jay-Z, je sais pas, hein, machin, nana », elle n'a pas le droit. Elle n'a pas le droit. Aussi, avant d'avoir le compte-rendu final, vous savez que je vous ai dit, victime numéro 3 a disparu, les gars. Le témoin numéro 3, victime numéro 3. Quand je dis numéro 3, c'est pas pour lui manquer de respect, c'est qu'on ne sait pas qui c'est. Je vous ai dit, ouais, elle a été retrouvée. Mais non, en fait. Non, on ne sait toujours pas à l'heure actuelle qui c'est. Ni s'ils vont arriver à mettre la main sur ce témoin. Sachant que dans un procès fédéral, t'es obligé. Si tu viens pas témoigner alors que le gouvernement américain il t'a dit viens, t'es dans la merde fois 1000. Tu peux aller en prison. Et il y a des spéculations, attention, ça reste que des spéculations, qui disent que ça pourrait être Gina. On ne sait pas qui c'est. Hein. Mais Gina, si vous vous souvenez bien, c'est la meuf que Didi a fréquentée après Cassie. Et peut-être que c'est elle, parce qu'elle a fait quand même pas mal de... dans les médias, elle a dit hein, qu'il a été violent, etc. Alors,
Je vous rappelle qu'un témoin qui disparaît dans le cadre d'un procès fédéral, c'est rarissime. T'as des mecs, qui ont des procureurs, des avocats de la défense, des avocats en droit pénal américain qui ont dit en 20 ans de carrière, ça leur est jamais arrivé. Ça leur est jamais arrivé qu'un témoin disparaît. C'est pas commun. Et c'est pas bon du tout pour le gouvernement, ça. Parce que c'est un témoin clé dans leur affaire. Et dites-vous bien un truc, que si le témoin se pointe pas en temps et en heure à la barre, le juge, il en a rien à foutre qu'elle ait disparu ou pas, ou qu'elle soit où. Le juge, il est là pour exécuter et faire en sorte que tout ce qui a été avancé soit fait. T'as pas de témoin, tu m'avais dit qu'il y avait un témoin, là, là c'est un gros problème, tu vois. C'est un gros problème. Bah, Lisbetta a dit ça pourrait être Didi qui l'aurait fait disparaître. T'imagines bien que les théories du complot, bah oui, tout le monde dit ça. Enfin, c'est tellement popcorn. Est-ce qu'entre-temps... Parce que vous savez aussi, il y a un truc. C'est que... Je sais pas si vous avez déjà vu des documentaires et tout sur ça. C'est qu'il y a plein de témoignages d'anciens membres de jury aux États-Unis qui disent, mais c'est factuel les gars, que pendant les procès, qui durent longtemps comme ça, ils se sont sentis suivis, il y a des gens qui sont venus leur parler, il y a des potentielles menaces, coups de pression qui sont faits aux témoins, au jury, que même si t'as beau avoir l'anonymat ou que t'es en protection de témoins ou que t'as de la sécurité, t'as des gens qui viennent te mettre des gros coups de pression. Hein. C'est pas une légende urbaine, ça. Hein. Imagine que certaines personnes aient été mandatées, ordonnées, de mettre un coup de pression à ce témoin-là. C'est tout à fait possible. Je vous dis pas que c'est ce qui est arrivé, mais c'est tout à fait possible. Mais oui, les témoins, ils sont traqués, mais bien sûr. Les témoins sont traqués, il y a des gens... Tu sais, il y a un témoin qui disait, oui, je marchais dans la rue en rentrant chez moi, et il y a 2 hommes en noir, tu sais, ça fait genre Men in Black, qui sont arrivés, qui ont dit... ce serait bien que... tu sais, genre... mais c'est vraiment fait en plus en passif-agressif. Ce serait bien que à l'avenir, avec votre famille, vous puissiez vous rendre où vous voulez, faire ce que vous voulez, que vous ayez une vie harmonieuse et sereine. Ce serait vraiment bien, ce serait tellement dommage que quelque chose arrive à votre famille, quoi. Ce serait tellement dommage. J'aurais pas aimé être jury dans ce genre de procès. Moi, j'aurais adoré, j'aurais kiffé, moi. Moi, j'adorais être juré à un moment, mais c'est vrai que quand même, tu dois bien flipper. Hein. Salut, Eleanor, comment tu vas? Ok. T'es convaincu que c'est le cas pour Didi, le mec est capable de meurtre, l'intimidation, c'est une banalité pour lui et son entourage. Après, on n'a pas les preuves. Hein. Tu peux être convaincu, persuadé, mais il faut quand même reconnaître quelque chose, c'est que la caution de Didi lui a été refusée 3 fois. 3 fois, il a fait appel, 3 fois, il a fait des demandes de liberté sous caution. Ça a toujours été refusé, justement parce qu'il est connu pour de l'intimidation. Justement parce que le gouv avait peur que si tu mets Didi dehors, il commence à passer des coups de fil et qu'au final, il n'y ait personne qui vienne témoigner. Ça a été avancé, hein, et que c'est pour ça qu'ils l'ont laissé à l'ombre. J'ai rentré dans ChatGPT. Je vous le dis, c'est l'IA, hein, voilà. Je lui ai rentré l'intégralité des 5 jours de procès. Tous les transcripts. Je lui ai tout rentré. Et je lui ai dit, à l'issue de ces 5 jours, positionne-toi de façon la plus neutre possible comme un expert en droit pénal américain et fais-nous un compte-rendu. Et fais-nous aussi un pronostic de, voilà, en pourcentage, qu'est-ce qui pèse dans la balance, les points forts, les points faibles, etc. Est-ce que vous voulez que je vous le lise? Franchement, c'est super pertinent, hein, ce qu'il m'a fait. Hein. C'est super pertinent. Parce que pour le coup, c'est très neutre. Ok, c'est parti.
Point numéro 1 sur la crédibilité du témoignage de Cassie Ventura. Cassie a été une plaignante solide, émotionnellement cohérente, dont le témoignage, même en l'absence de preuves matérielles pour chaque épisode de sa vie, dessine tout de même une dynamique d'abus de contrôle, de dépendance émotionnelle et de violence répétée. Elle a également admis certaines contradictions apparentes, notamment rapports sexuels consentis post-agression et des messages plus ou moins ambivalents. Mais elle les a expliqués dans un cadre psychologique crédible, pour un tribunal. Peur, confusion, emprise, tentative de préserver une relation toxique. Bah là, non. Allez, ferme ta gueule. Voilà. Ce qu'il faut retenir, c'est que Cassie ne s'effondre pas sous la pression du contre-interrogatoire. Elle ne nie pas ses propres contradictions. Merci les gars pour les follow. Et elle resitue tout dans un contexte émotionnel typique d'abus prolongé. Donc en gros, sa crédibilité globale, elle est forte, à moins qu'un juré ne soit sensible à la perception de manipulation ou de gains financiers. Et franchement, parmi les 12 jurés, tu vas pas me dire qu'il n'y en a pas un ou une pour qui ça va pas peser dans la balance le fait que quand même, elle s'est fait 30 millions. Hein, et qu'elle s'est fait 10 millions il y a une semaine. Hein. C'est obligé que ça influence minimum un juré, ça. Ensuite, sur l'élément central du procès, à savoir les charges RICO. Ok, organisation de malfaiteurs. Le bilan. Le cœur de l'affaire repose sur l'argument que Didi aurait organisé sur plus de 20 ans un système. Merci beaucoup, Damzor, pour ton prime. Merci beaucoup. Aurait organisé donc une entreprise criminelle, avec rapport sexuel, trafic de drogue, menaces, etc. L'élément décisif juridiquement est le consentement. Or, à partir des témoignages, Cassie participe volontairement au freak-off, du moins au début. Ensuite, elle témoigne de pression psychologique et de chantage. Par exemple, quand il a sorti son laptop dans l'avion, vous vous rappelez, et qu'il l'a menacé de diffuser la vidéo à tout le monde. Peur physique, isolement émotionnel et professionnel. Mais son témoignage manque parfois de causalité directe et explicite. Le gouvernement a présenté une dynamique de coercition convaincante, mais elle devra encore mieux relier les faits aux critères stricts du droit pénal fédéral. Donc en fait, au vu de ces 5 jours, enfin après ces 5 jours, pour Rico, ça reste encore un peu faiblard. Moi, je suis d'accord. Hein. Pour l'organisation de malfaiteurs, pour moi, c'est faiblard. Point numéro 3, la défense de Didi. Salut Franck. J'ai peur que les jurés soient des trous du cul et qu'ils disent « Ouais, mais regarde, Cassie, elle a trompé son mec, elle se fait abuser, elle revient. » Mais j'espère que c'est pas des idiots. Bah, après, c'est pas une question d'être idiot. Ils ont le droit de le penser aussi, tu vois, Shona. Ils ont le droit de le penser. Après, c'est peut-être parce qu'ils savent pas comment ça se passe. Et c'est là où, quand les psychologues ils vont venir et ils vont en parler, bah, ça va être cool, quoi. Ok, la défense Estevao. Tenny Estevao a adopté une stratégie qui peut fonctionner si un ou plusieurs jurés ne croient pas à l'existence d'une coercition durable. Pourquoi ? Elle s'est appuyée sur des textos ambigus de Cassie. L'idée que Cassie a accepté volontairement certaines situations. La présence d'avantages matériels, le matériel financier, les voyages, la carrière, la célébrité. Les fluctuations émotionnelles qui sont typiques des relations toxiques. Par exemple, je t'aime, et puis elle revient, et puis elle s'en va, et puis je t'aime. L'évocation indirecte de thérapies propices à l'implantation de faux souvenirs. C'est vrai, tout ça, franchement, tu peux pas l'enlever à la défense. Hein. Mais, elle n'explique jamais vraiment la violence, ni les vidéos, ni les témoignages de Don Richards, ni les menaces explicites. C'est jamais justifié tout ça. Elle prend le risque de paraître froide ou manipulatrice en minimisant des faits. Elle offre pas de récit. Merci Nad pour ton prime, merci beaucoup. Merci les gars. Elle offre pas de récit alternatif cohérent. Si Cassie mentait ou exagérait, dans quel but ?
Avec quelle preuve et pourquoi maintenant? La défense n'apporte pas de réponse claire là-dessus. En gros, c'est une défense qui vise à semer le doute, mais elle est insuffisante pour produire un contre-récit structuré. Vous êtes d'accord avec ça? Ouais, mais semer le doute, c'est parfois c'est suffisant. Hein. Juste tu sèmes le doute. C'est d'ailleurs ce qu'on dit au jury. Hein. Si tu as ne serait-ce qu'un doute, alors considère que c'est pas ça, quoi. Le doute raisonnable. Si tu arrives à planter une graine de doute, t'as fait ton job. T'as fait ton job. Mais on rappelle que Cassie, c'est qu'un témoin parmi tant d'autres. Hein. Il va y avoir des témoins pendant 2 mois. Hein. Ok, Don Richards, témoin à très haut risque pour la défense. Pourquoi? Parce que c'est pas Cassie. Donc elle ne peut pas être accusée de manipuler en vue d'une vengeance sentimentale. Parce qu'elle rapporte une scène de violence directe. Parce qu'elle confirme la peur et les menaces de mort. Mais elle a une faiblesse, c'est qu'elle a une plainte au civil en cours. Et tant qu'on n'a pas prouvé qu'elle ment, ça peut suffire à l'invalider. Ça peut suffire à l'invalider. Ok. Sur la notion d'organisation à visée criminelle toujours, l'accusation semble vouloir établir que Didier opérait comme une sorte de système structuré de contrôle et d'exploitation. Il avait des assistants impliqués, il avait du personnel armé et il avait des tiers qui étaient chargés de recruter, de faire pression ou de faire le sale boulot. Ça a été prouvé. Hein. Tu avais des gens qui préparaient les freak-offs, qui nettoyaient les scènes, il envoyait des gens mettre des coups de pression à d'autres personnes, voire plus si affinité, Kim Porter, paix à ton âme, etc., etc. Tupac, paix à ton âme, et bien d'autres. Hein. Si des témoins comme Dom Richard ou Kerry Morgan confirment ces structures, alors le lien avec un schéma RICO devient beaucoup plus solide. T'attends le témoignage de la meilleure amie, moi aussi toxique, ce sera lundi. Et enfin, le dernier point qui pique concernant l'accord de 10 millions de dollars passé avec l'hôtel Intercontinental et Cassie ce mois-ci. On rappelle Cassie, elle a fait une demande de 10 millions de dollars à l'hôtel qui a diffusé la vidéo, enfin qui a fait fuiter la vidéo, et elle les a obtenus. C'est un moment très risqué pour la crédibilité de Cassie. Elle semble jouer sur les mots. Elle a au départ refusé d'admettre cet accord avant ensuite de l'admettre. Un juré peut ne pas voir cela comme un mensonge, mais comme une volonté de contrôler son image ou d'éviter d'avoir l'air vénal. Merci Yo-Yo pour ton follow. Mais l'accord concerne une agression qui a été filmée par caméra de surveillance. Les faits sont objectivement établis et ce règlement ne contredit pas son témoignage. Au contraire, il le renforce. Voilà, en gros, elle a le droit de demander des préjudices par rapport à une fuite de son image et de quelque chose qui a potentiellement nuit à sa vie. Si j'étais un juré impartial, nous dit ChatGPT, je reconnaîtrais que la preuve émotionnelle et comportementale est puissante, mais que la preuve juridique de trafic sexuel ou d'organisation sexuelle organisée reste à solidifier. Un jury sensible aux dynamiques de violence psychologique sera probablement plus convaincu. Un juré ultra formaliste pourrait demander plus de preuves directes de chantage et de contrainte. Ok. Son pronostic, selon lui, chance de condamnation pour trafic sexuel par coercition, force ou fraude. 50-50, 50-50. Pas encore de preuves directes.
L'accusation devra, etc. Complot pour trafic sexuel. 65% de chances de condamnation selon lui, surtout si Kerry Morgan ou d'autres témoins confirment l'existence d'une logistique organisée. Selon lui, pour Rico, participation à une entreprise criminelle, 60% de chances de condamnation pour le moment, hein, pour le moment les gars, ça peut changer. Hein. À chaque fois, on va lui demander. Hein. Pour le transport, le main act, violation du main act, transport inter-État à des fins de prostitution, 45% de chances de condamnation. Pour l'instant, selon lui, c'est pas l'accusation doit encore mieux prouver que Combs a transporté des personnes à travers les États ou de pays en pays dans l'intention de les forcer à obtenir des actes sexuels. C'est pas assez solide. Et ça, possession et distribution de drogue, donc trafic de drogue, hein, 70% de chances de condamnation. Bon, ben là, c'est clair. Hein. Témoignage de consommation mutuelle, sachet de poudre rose retrouvé par les agents dans sa chambre d'hôtel, Cassie drogué pour les freak-off. Voilà. Pour lui, c'est l'élément le plus solide dans ce dossier-là. C'est la drogue, pour le moment. En même temps, la drogue, c'est quelque chose de matériel. Tu vois, la drogue, t'en trouves ou t'en trouves pas. Des abus, des menaces, des plaintes, enfin des contraintes, parfois, c'est des choses plus morales. Donc, c'est pas palpable, c'est logique. Et on est à 7000 followers. Tout net, tout pile sur ma chaîne. Merci les gars. 7000, c'est beau. Les 1000 bouteilles de baby oil. Ouais, mais tu vois, les 1000 bouteilles de baby oil, ça prouve rien du tout. 7001, let's go. Merci, Mary. T'as 1000 bouteilles de baby oil chez toi, je te jure que ça ne prouve absolument à aucun moment que tu as une organisation criminelle. À aucun moment. Ou que tu fais du trafic sexuel. Tu peux te servir de ces bouteilles si tu en as envie pour ce que tu veux. Si tu as envie tous les jours de te baigner et de prendre ton bain dans du baby oil, tu as le droit de le faire et c'est pas pour autant que tu es un parrain de la mafia. Ils remplissaient des piscines avec... Oui. Mais après, c'est pour ça que c'est tout le contexte, c'est comment c'est utilisé, il faut des témoignages, il faut des preuves, il faut des machins. Merci Prise pour ton sub, merci beaucoup. La tête des canalisations. Bah moi, au contraire, je pense que ça smooth les canalisations, non? Bon, vraie question technique, est-ce qu'on a des plombiers dans l'assemblée? Est-ce que si tu vides ta baignoire de baby oil, ça débouche tes canalisations ou ça les bouche? Vraie question là, très très technique Raquel. Pour moi, je pense que ça débouche, quoi. Ça débouche les tuyaux, quoi. Merci Yo-Yo, c'est gentil. Merci Publiu pour ton follow. Canalisation lubrifiée. Mais oui, Shona, il va y avoir, par rapport au trafic humain, transport humain, en vue de se livrer à la prostitution et trafic sexuel, bien évidemment qu'il va y avoir des vidéos et des photos. Hein. D'autres. Ok les gars, on a terminé là. Moi j'en ai plein les méninges. J'allais dire plein autre chose, mais c'est dans ce genre de procès, il faut éviter toutes ces allusions, s'il vous plaît. Je vous propose qu'on se donne rendez-vous lundi soir pour la suite. Ok? Comme ça, on aura une partie de la journée de témoignage. Et lundi soir, à partir de 20h à peu près, début de soirée, let's go. Si vous ne me voyez pas lundi soir, c'est que je serai là mardi matin, c'est que je suis trop claquée. Merci Lisanne Switch pour ton follow. On termine, mais je vous mets le replay et je vous mets aussi le replay sur YouTube. Bon week-end à vous les copains. Reposez-vous bien, profitez bien.
Et puis à lundi, ok? Des bisous. Salut, salut.